c'est en partie d'avoir une empreinte finale qui est conditionnée par les intervalles successifs. Donc, d'avoir un résultat global sur des éléments qui sont temporellement liés. Bien, je pense qu'on va pouvoir passer la parole à Jason Yust. So, Jason, I am assuming that you will be presenting in English. No. Non. Ah, d'accord. Je vais présenter en français, mais je prends des questions en anglais après la présentation. Well, go ahead. Merci beaucoup encore une fois. Je laisse la parole à Jason. Merci encore, Manus. Donc, je commence? Allez-y. Oui, allez. Oui. On peut voir le PowerPoint? Oui? Tout va bien. Oui, mais aussi les commentaires. Bonjour et merci beaucoup d'être en ligne aujourd'hui. Je suis ravi de vous parler de mes recherches pour la journée d'informatique musicale. Je n'ai pas l'habitude de parler en français, donc je demande votre patience et votre compréhension avec mon prononciation d'aujourd'hui. Normalement, je parlerai extempore, mais pour cette présentation, je vais faire lire un texte et je rédige à l'avance, que j'ai rédigé à l'avance. Merci beaucoup à Moreno pour m'avoir aidé avec le texte et m'avoir informé de la conférence. Ces recherches font partie d'un projet qui vise à utiliser les techniques de transformé de Fourier pour capturer l'information harmonique dans la musique tonale à travers, à travers les différentes époques. Premièrement, je dois expliquer cette technique, puis je vous démontrer certaines recherches précédentes qui utilisent la transformée de Fourier sur les corpus musicaux et les toutes présentes. Premièrement, la méthode d'analyse. Dans cette étude, j'analyse le contenu harmonique d'un passage de musique par fenêtre glissante. Pour chaque note noire de passage, je compte le nombre des octaves où cette note se produit. Puis, j'additionne 7 chiffres pour chaque fenêtre d'une note noire. La taille n de la fenêtre varie de 2 à 32 notes noires. Le résultat de cette procédure est une série de vecteurs de classe des octoures, c'est-à-dire un vecteur avec 2 entrées qui donne une pondération pour chaque note do, do dièse, ré, etc. J'applique donc la transformée de Fourier discrète à ces vecteurs. Je vous fais remarquer que ces vecteurs sont cycliques. La transformée de Fourier discrète ou TFD les met dans une représentation spectrale en forme de 6 fonctions périodiques dans l'octave. On les appelle les coefficients de Fourier. Le premier coefficient indique la concentration des notes dans un seul endroit sur le cercle des classes des octaves. Le deuxième coefficient donne la concentration à proximité d'un intervalle de tritone. Le troisième coefficient donne la concentration à proximité d'un accord augmenté ou quelle sorte de triade. Le quatrième coefficient indique la concentration sur un accord de septime diminué ou une échelle octotonique. Le cinquième coefficient indique la concentration sur le cercle des quintes ou une échelle diatonique. Enfin, le sixième coefficient donne la concentration sur une gamme par ton. Le coefficient plus important pour la musique tonale est le cinquième. Cela représente la position dans un espace de tonalité, le cercle des quintes. Le troisième coefficient est important aussi. Il indique qu'un accord est tonique, dominant ou sous-dominant pour une tonalité donnée. Chaque coefficient de la TFD a une taille et un angle.
La taille représente la force du coefficient et l'angle est une position. Par exemple, la taille du cinquième coefficient indique la force diatonique d'un accord, sa concentration sur le cercle de quinte. L'angle montre de quelle échelle diatonique est le plus représentatif. Mes recherches passées ont révélé que la musique tonale est marquée par le cinquième et le troisième coefficient. Dans les distributions des classes des auteurs pour des pièces tonales, ces coefficients sont les plus forts. La recherche montre aussi qu'on peut définir un espace tonal avec les angles du cinquième et du troisième coefficient. Les positions dans cet espace correspondant à les 24 tonalités majeures et mineures. Voici les résultats du TFD des données de Prince et Schmuckler. On peut voir que le cinquième coefficient est plus fort pour tous les compositeurs. Et puis, le troisième coefficient. Voici les résultats d'un TFD sur des pièces de Yale Classical Archive. On peut voir encore que le cinquième coefficient est le plus fort pour les pièces antérieures. Je passe maintenant à l'explication de la méthode utilisée dans cette étude. Les données de cette étude proviennent de 11 accords de Haydn, Mozart et Beethoven. J'ai divisé les premiers mouvements en 3 parties, l'exposition, le développement et la réexposition, plus un coda possible. Ces mouvements ont seulement des temps binaires. J'ai fait un fenêtrage des parties avec les fenêtres de 2, 4, 8, 16 et 32 notes noires. J'ai calculé encore la TFD sur les vecteurs résultants et normaliser les résultats. La TFD donne un nombre complexe pour chaque coefficient. À gauche, voici les points de plan correspondant au cinquième coefficient pour l'exposition d'un capteur de Haydn. La variation en angle des points montre l'éventail des tonalités visitées dans cette exposition. La distance de ces points de l'origine indique la force tonale. J'ai désigné aussi une enveloppe convexe pour ces points et son centroïde. À droite, voici l'espace de cinquième coefficient pour le développement de ce capteur. Les points sont plus proches de l'origine, ce qui montre que la musique est plus chromatique ou moins diatonique. Il y a aussi une plus grande gamme des angles, ce qui montre que la musique visite plus de tonalités dans ce passage. Et voici les résultats obtenus. J'ai demandé premièrement comment l'aire totale de ces enveloppes convexes et les distances de centroïde de l'origine varient avec la taille de la fenêtre. Voici les valeurs moyennes de l'aire pour chaque coefficient et taille de la fenêtre. On peut voir que l'aire diminue quand la fenêtre augmente. Ce n'est pas surprenant. Toutefois, c'est intéressant que le quatrième coefficient diminue plus rapidement que les autres. Cela signifie que le quatrième coefficient varie davantage sur des périodes plus courtes. Voici les valeurs moyennes de distance de l'origine pour chaque coefficient et taille de la fenêtre. On peut voir que la taille du cinquième coefficient, celui de caractère diatonique, est plus grande que les autres. Et sa taille augmente quand la taille de la fenêtre augmente. C'est très intéressant. On pourrait supposer que les distances diminuaient avec la taille de la fenêtre, car il y a plus de notes. Mais contrairement aux autres, le cinquième coefficient augmente. Cela montre que la diatonicité est une caractéristique globale de la pièce. Encore, le deuxième coefficient augmente à mesure que le quatrième coefficient diminue. De sorte que le deuxième coefficient est également important que le troisième coefficient pour les grosses fenêtres.
Pour ce corpus des premiers mouvements, j'ai fait des analyses de régression sur l'aire totale de ces enveloppes convexes et les distances de centroïde de l'origine pour les coefficients suivants, le 12e, le 3e, le 4e et le 5e. J'ai pris en compte plusieurs facteurs liés à la composition, comme par exemple la date de composition, la longueur de section, le rôle formel, le mode majeur ou mineur, l'indice de coefficient et des interactions. J'ai simplifié les régressions avec l'élimination vers l'arrière. Voici le modèle de régression pour les distances de l'origine. Il y a 4 résultats significatifs. 1. Le 5e coefficient est le plus grand et le 4e coefficient est plus petit que les autres. Cela signifie que l'harmonie tonale est plus diatonique et moins octotonique en général. 2. Le 5e coefficient diminue avec date de composition, tandis que le 4e coefficient augmente. Cela indique que l'harmonie devient plus octotonique et moins diatonique avec le temps. On peut supposer que cela résulte d'une utilisation accrue des accords diminués et d'autres harmonies chromatiques. 3. Les expositions sont plus diatoniques et les développements sont plus chromatiques. 4. Les tonalités mineures sont plus chromatiques. Voici les tendances pour le 3e coefficient. Les différences ne sont pas significatives. Voici les tendances pour le 5e coefficient. Les expositions en bleu ont des valeurs plus grandes, tandis que le développement en rouge ont des valeurs plus basses. On observe la diminution à fil de temps dans les expositions. On observe la diminution au fil de temps dans les réexpositions en vert et les développements. Et voici les tendances pour le 4e coefficient. Les valeurs sont similaires entre les parties et toutes les valeurs augmentent au fil du temps. Dans l'ensemble, ces résultats ne sont pas surprenants. Plus intéressant est l'observation que l'harmonie devient plus octotonique avec le temps. Voici le modèle de régression pour l'aire totale des enveloppes convexes. Il y a 6 résultats significatifs. 1. Les aires augmentent avec le temps. 2. Tous les aires sont plus gros dans les développements. 3. Les aires sont plus gros pour le 3e coefficient. 4. La régression réduit tous les aires pour Beethoven. Cela annule le fait de date, car toutes les compositions de Beethoven ont des dates utilières. Donc, le date apporte une information de les œuvres de chaque compositeur individuel, mais pas entre les compositeurs des différentes époques. 5. Les airs sont plus gros pour le mode mineur. Et 6. Les airs grandissent avec le nombre de mesures de passage seulement pour le 4e coefficient. C'est intéressant parce qu'on pourrait s'attendre à une augmentation des airs pour tous les coefficients, mais l'augmentation pour les autres coefficients n'est pas significative d'un point de vue statistique. Cela indique que les autres coefficients sont plus stables. Voici les tendances de l'air pour le 3e coefficient. Les valeurs globalement sont élevées, mais il n'y a pas de différence significative. Voici les tendances de l'air pour le 5e coefficient. Les valeurs sont plus hautes pour les développements. L'augmentation au fil du temps pour les réexpositions n'est pas incluse en la régression, mais elle est marginalement significative. Et voici les tendances de l'air pour le 4e coefficient. Il est similaire au 5e coefficient. Maintenant, je voudrais illustrer les résultats pour la diatonicité avec quelques exemples. Voici encore les distances de centroïde pour le 5e coefficient à gauche. Ici, j'entoure les points plus en bas pour chaque compositeur.
ce sont les sections correspondant au développement de quatuor en ré mineur de Mozart, l'opus 64 numéro 6 de Haydn et en mi bémol, et l'opus 59 numéro 1 de Beethoven en fa majeur. Voici à droite les airs des enveloppes convexes pour le caractère diatonique. Les points le plus en haut pour chaque compositeur sont des mêmes pièces. Le développement de Mozart commence dans une tonalité distante, celle de la bémol mineur. Ensuite, Mozart fait une substitution harmonique d'un accord de dominant pour un accord de sixte augmenté pour moduler de la mineur. Je vais juste cet exemple. En minute. Voici l'analyse avec le cinquième coefficient de la TFT. La grosse enveloppe convexe est le résultat de la tonalité de la bémol mineur. Ici. Ce passage de développement de Haydn commence à mi bémol et module rapidement à de nombreuses tonalités distantes. Un changement de mode nous amène à la bémol mineur et de là, nous allons à sol bémol majeur. Ensuite, Haydn module encore à do mineur et finit sur le dominant de do mineur. Je joue cet exemple aussi. La réexposition. Donc, ici, voici l'analyse avec le cinquième coefficient de la TFD. Les tonalités distantes de sol bémol majeur et le dominant de do mineur élargit l'enveloppe convexe et déplace la centroïde vers l'origine. Donc, dans ces mesures de développement de la pièce de Beethoven, il y a un grand accord de mi bémol majeur, suivi par la majeur. Ces accords représentent la néapolitaine et le dominant dans la tonalité de ré mineur. Mais Beethoven les étire sur de longues périodes, donc ils ressemblent distinctes tonalités dans l'analyse de Fourier. Et je peux juste cet exemple, c'est court.
Ici. Bon. Ah. Voici l'analyse de tout le développement avec le 5e coefficient. Beethoven explore un large éventail de tonalités globalement. Le passage qui souligne l'accord La majeur est le plus éloigné de développement. Ouais, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vais prendre les questions en anglais, si c'est possible, s'il vous plaît. Thank you, Jason. Thank you for the effort of speaking in French. I think Ken already has a question, so I'll let him go ahead and ask it through audio, or maybe you can just read it. Yeah, and because I might complete what I written in the chat. I wanted to add more stuff, but pressed enter by accident. So yeah, thank you for your presentation. It was very interesting. Have you since done some tests to see how things evolved after the 1810? That was here the last date, because do you expect, once again, in the evolution of the octatonic field, for instance, we see that apparently during the 18th century, the growth of octatonic field is fairly linear. Do you expect to have this same evolution in the 19th century, or do you expect a bigger growth of the octatonic field compared to the diatonic field, as it would be expected from a Tonfeld theory, for instance? It's possible. I might expect that, and it's possible that this is, in this study, it's a small amount of data, so one could think that the result is primarily due to Beethoven. I think if we looked at Beethoven's works further into the 19th century, we would find this trend continuing. Whether the trend continues for other composers is not entirely clear. In some of, I've had larger data sets for other research, which has not looked at the distributions over small windows in as much detail as this one. But I can say that certainly in earlier studies that mostly look at distributions from whole pieces, Liszt stands out, especially for the weakness of the fifth coefficient, the diatonicity, and the fourth coefficient is correspondingly stronger in that music, but also the third. So I think for certain composers, we would also find more hexatonic material, right? This would be represented by the third coefficient, and which would also be predicted by the Tonfeld theory, perhaps. So I think that's not inconsistent with the premise of your question. Yeah, absolutely. Yeah. I was wondering if there was some hints of computational that would validate what is done by Tonfeld theory, which is to say that, yeah, the growth of hexatonic and octatonic in the 19th century. So yeah, thank you. I should say also I've done some work on Scriabin with Thomas Knoll, and unsurprisingly, the octatonic is very important in that music, and you can see the kind of swapping of structural parameters from the diatonic to the octatonic, where the octatonic in that music plays a role that the diatonic normally would in tonal music, as organizing larger spans of music, which is what the diatonic does in tonal music. And this is clearly visible by looking at this
data from the discrete Fourier transform. Thank you. Hi, Jason. Hi, Vernon. Hi. Thank you for your presentation. And did you try to apply this stuff to popular music, kind of, or jazz, standard jazz, where actually diatonicity, octotonicity, augmented triads, you know, all these are kind of mixed material. It would be nice to see which kind of results you obtain. Have you ever tried? I agree. I've looked at it a little bit. It's not as easy to get a data set of jazz music in a MIDI form or something like that. But I've looked at using the technique on the kind of theoretical presentation of chord types in jazz music, where in jazz music, you know, a lead sheet might indicate a certain chord type, say a major seventh, and according to the kind of pedagogical theory of jazz, there are certain notes you might play with that chord, and certain notes that you're not supposed to play with that chord, right? So certain added dissonance that you can include, and there's kind of different levels of notes essential to the chord, notes that are inessential but optional additions. Mm-hmm. And so that lends itself to application of this technique, because you can use weighted vectors. And generally speaking, what you find is there's kind of well, first of all, the fourth coefficient seems to be the most important organizing, most important coefficient after the fifth. So diatonic remains important, and it seems that there's kind of two different types of harmonic language in jazz. One which is primarily diatonic, the kind of older language from the original song forms of the pieces, and another language which is the kind of chromatic language that develops in the late swing and bebop, which is more heavily weighted toward the octotonic characteristics of this style. Makes sense, yeah. Yeah. Thank you. Mm-hmm. Vas-y, Louis, je vois que tu as une question. Yes, thank you, Jason, for the talk. And I have a question regarding the idea of studying diatonicity with this fifth coefficient of the DFT. And given the fact that we start from the pitch class distribution, it can seem a little bit surprising to require the DFT process to study diatonicity from a pitch class distribution, because there are probably other much more direct way to measure diatonicity from a pitch class distribution. For example, comparing the pitch class distribution to the pitch class distribution of the diatonic scale or this kind of thing. And I think I heard that there was some work from David Temperley, for example, measuring diatonicity from pitch class distribution. I was just wondering if there have been studies on that compare this method of using this fifth coefficient to compute diatonicity, and in comparison with other much more simpler and more intuitive methods starting from the pitch class distribution. In terms of kind of empirical study, I think that's what you're asking, and I don't know if I don't think there's anything that compares those directly. You could compare them at a theoretical level. Emmanuel Amiot has a paper in the MCM conference from 2017, I think it was, that talks about these different ways of measuring diatonicity and how they're mathematically related. The mathematical relationship between the method, I don't know if it's simpler, it's more kind of maybe involves less theory, the method that you describe. But you could easily show that there's
a pretty close mathematical relationship between those two methods to where you would expect empirically to find, a lot of similarity between them. The difference with the fifth Fourier coefficient is that it doesn't prioritize the diatonic scale in terms of, that it's a 7-note scale. It's more of looking at a circle of fifths distribution. So you could get say you have two pieces, right? That both of them are maybe both of them have only notes from the diatonic scale. Like imagine you had two pieces, both using only white notes. One of them could have a higher diatonicity than the other one, depending on which notes are used, are emphasized more, right? Are they central to the collection on the circle of fifths, or are they more peripheral? So something that in the white note collection would use more B or F would be less diatonic than something that uses the more central notes to the collection. And in fact, you can find that in different styles. So you would find if you looked at much earlier music, the notes that are more peripheral to the collection would be avoided more often than in, say, the kind of later 18th century music. So I think that the DFT method would be more sensitive to those kind of differences, like the difference between Monteverdi and Bach and Haydn, even though they might be all using material that's almost exclusively diatonic. Okay, thank you. Right. If nobody has another question, I have a comment. I think something that's interesting here is that there's still a lot left to explore in these representations. You've shown some diagrams and of the evolution of the Fourier coefficients over time, and we can clearly see some trajectories once again. For example, on the Haydn example, you showed us the trajectory had a very clear crescent shape, and it looked like it was going. I think it was clockwise, or anti-clockwise. Anyway, it's there's a temporal dimension that you obviously had to collapse in order to be able to analyze it. But, I think there's a lot left to see there. Yes, that's very interesting. I'm very interested in that temporal evolution, and I'm still working on exactly the method of capturing what's happening there, because it's in a sense it's very messy. Things are not moving. Things are moving around quite a bit, and one possible way of capturing that is by varying the size of the window. So you look at what happens over short periods of time versus what happens over longer periods of time. We can look at that the example again if you like, and I can. Can you see it? Actually, we're still on screen share. Yeah, you're still on screen sharing. Yeah, so on these diagrams, then these numbers indicate where in quarter notes in the passage you are, so you can kind of get a little bit of a sense of how this is moving around. You have 10 over here, and then it goes this way towards 2030, and then it moves back in this direction to where it's going to the extreme part of the passage over here, and then it moves back pretty rapidly in the other direction, and then spends most of the time over here. Well, this is where it modulates to the dominant over here, right? But where it's in the main theme area, where it's still in the home key, it moves toward the subdominant side for a moment, and then rapidly back over to the dominant side where it sits for the rest of the exposition. So you can see these kinds of things, but the actual movement is there's a lot of data, a lot of detail there, a lot of noise that you want to kind of figure out how to how to smooth over the noise of that kind of temporal evolution data.
Yeah. It can go both ways. It can either be smoothed or analyzed. Yeah. If it's not really noise. If it's just yeah, I mean, it's all relevant. small in some scale way or another. variation. Yeah, it's all meaningful, but you got to kind of separate it. Like what what is the meaning of one little move to the left or right? And here we're only looking at one coefficient, right? So, we might be more interested in what's happening in the third coefficient over shorter periods of time, because that has some relationship, one would suppose, to the kind of harmonic function of chords as they move from one to the other in the passage. Indeed. Well, thank you again for the presentation. Thanks also to the other presenters for that. So we will now have a short recess, and we'll come back in, I think it's 15 minutes. And I'm going to switch back to French at all.